Bonjour Esther. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Un peu fatigué, mais enfin on tient le coup. Un peu fatigué, hein? Oui, Vous êtes oui, très sollicité. Évidemment, hier j'ai passé la journée à Saint-Ouen devant 250 élèves. Enfin finalement c'est tous les jours. Oui, tous les jours. Vous étiez avec un journaliste j'ai un il y a quelques instants. Maintenant je m'arrête au 15 juin, on verra après. Donc merci infiniment d'avoir accepté de répondre à notre section. Écoutez, c'est normal. Hein. C'est vraiment un immense honneur pour nous. La Légion d'honneur, on est sur place, alors si je n'interviens pas auprès de la Légion d'honneur, ça serait un petit peu bizarre. Hein. Exactement. Et aujourd'hui, on est au foyer de l'Institution nationale des Invalides. Si on est ici aujourd'hui avec l'équipe, c'est à la fois donc, pour écouter votre témoignage et c'est pour mettre en avant aussi votre engagement. Pour nous, c'est un épisode un petit peu particulier, puisque ce n'est pas un simple témoignage. C'est un épisode en fait, qui s'inscrit dans la mission de la SMLH, de la Société des membres de la Légion d'honneur, qui est celle de la transmission de la mémoire. Vous êtes l'une des dernières survivantes des camps de concentration et d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez été déportée à l'âge de 15 ans dans le camp de Auschwitz. Il me semble que vous êtes arrivée en 1930 à Paris, dans le quartier de Belleville avec votre famille, une famille de 7 enfants. Oui. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre souvenir d'avant-guerre quand vous êtes arrivé? Mes souvenirs d'avant-guerre, quand nous sommes arrivés en France, mes parents ont émigré en 1930, venant de Pologne, en grande partie chassés par l'antisémitisme et les sévices qui sévissaient dans ces pays. Et puis ensuite, on avait déjà une partie de notre famille qui avait déjà émigré en écrivant à mes parents que la France, on acceptait les émigrés, qu'on était bien reçus, enfin que c'était vraiment... alors évidemment, on s'est installé dans ce quartier de Belleville parce que on est arrivé avec de petits moyens. Vous savez, quand on arrive en tant qu'émigré, on essaie de se loger le mieux qu'on peut. Malheureusement, c'est pas évident. Alors on s'est retrouvé dans un passage qui s'appelait le passage Ronce. Le passage Ronce, de la petite fille du passage Ronce. 200 mètres de long sur 4 mètres de large, vous voyez, avec des gros pavés. Et là, on habitait à 8 dans deux pièces cuisine. Alors vous voyez, on n'avait pratiquement pas de place pour les enfants. Ouais. Alors disons que j'étais la dernière, puisque j'ai eu un petit frère qui est né en France en 1931. Alors disons que dès l'instant où j'ai commencé à être un peu autonome, c'est-à-dire à partir de 3 ans, j'ai pratiquement passé toute mon enfance dans la rue. Dans la rue, pas spécialement, parce que tous les enfants du quartier vivaient dans les mêmes conditions. Alors vous savez, la rue, c'était la liberté, c'était vraiment, on était livrés à nous-mêmes. Enfin, moi j'ai gardé un souvenir extraordinaire, parce que à l'époque, vous savez, dans ces quartiers populaires, tous les gens qui venaient des pays étrangers, des émigrés, il n'y avait pas de différence entre les religions, entre les pratiques, tout le monde s'entendait très bien. Il y avait une entraide formidable à l'époque entre tous ces gens. Et je peux dire que, vous savez, même si la vie était difficile, parce qu'en 1930, il y avait déjà une crise économique mondiale qui venait et il y avait beaucoup de chômage. Puis vous savez, quand on arrivait en tant qu'émigré, il n'y avait pas d'aide sociale, il fallait se débrouiller par nous-mêmes. Alors finalement, j'avais des frères qui étaient plus âgés que moi, évidemment, parce que j'étais la plus jeune. Alors chacun à leur tour arrivait à trouver des petits boulots. Alors évidemment, il y avait le problème, c'est que ils étaient tailleurs, parce que mon grand-père en Pologne était tailleur, qui les avait pris comme apprentis. Alors ils étaient tailleurs, alors ils allaient chercher ce qu'on appelait à ce moment-là le travail à façon. Ils allaient chez les fabricants chercher le tissu, puis fabriquer des pantalons, enfin selon les besoins. Alors évidemment, sur la table de la salle à manger, il y avait les machines à coudre, il y avait les fers à repasser, il y avait tout. Nous, quand on rentrait de l'école, on avait que le palier pour faire nos devoirs. Et vous voyez, quand on veut, on arrive quand même à suivre les cours. Et puis, disons que moi, je vous dis, j'ai gardé une enfance formidable, une indépendance, et ça m'a quand même servi par la suite, parce que vous savez, quand on passe toute son enfance dans la rue, on apprend à vivre. Et vous avez apprend à se débrouiller. Oui, c'est sûr. Et vous avez senti ce moment juste avant, des événements qui se sont déroulés? C'est-à-dire, vous savez, tous ces joueurs qui arrivaient d'Europe centrale, les 3/4, c'était des idéalistes, c'était pas des religieux. Alors, vous savez, je peux vous dire qu'on a baigné, j'ai baigné pratiquement toute ma vie, moi, dans ce milieu
milieu qui était assez remuant, si vous voulez, à l'époque. Je me souviens même de la première manifestation, un de mes frères qui avait participé. Quand il y a eu, en 1934, quand il y a eu les croix de feu qui ont voulu prendre d'assaut l'Assemblée nationale, dans le fond, vous voyez, j'étais déjà au courant à l'époque de ces événements, on y participait. Puis quand il y a eu les grèves de 1936, vous savez, quand le Front populaire est arrivé, évidemment, d'abord il y a eu la guerre d'Espagne, on faisait la quête pour les enfants espagnols, et ensuite quand il y a eu en 1936 les grèves, on allait porter à manger aux ouvriers qui faisaient ce qu'on appelait à l'époque la grève sur le tas. Vous voyez, j'ai baigné toute ma vie dans cette ambiance. Alors évidemment, disons que mentalement, j'étais vraiment très indépendante. Oui, bien sûr. Alors, au fur et à mesure, évidemment, notre situation s'améliorait au fur et à mesure, puisque finalement mes frères travaillaient. Donc moi j'étais à l'école, j'ai fait l'école maternelle dans le quartier, et j'ai fait l'école communale jusqu'en juin 1940. Quand on avait des maîtresses d'école qui se rendaient qu'il y avait des élèves qui avaient plus de possibilités, elles nous poussaient vraiment pour donner même des cours supplémentaires qui n'avaient rien à voir avec le programme de la classe. C'était formidable. Alors moi j'ai toujours été passionné d'histoire, alors évidemment ça m'arrangeait très bien. Alors finalement, quand on travaillait bien, on sautait d'une classe. Je me suis retrouvé donc en juin 1940 dans la classe du certificat d'études, j'avais 12 ans. Alors j'ai réussi à passer l'écrit, puis en juin 40, et bien évidemment l'école a fermé, je n'ai pas passé l'oral. Alors je suis resté avec la moitié d'un certificat d'études. Et puis, alors là, évidemment, les événements ont commencé à changer. J'ai un de mes frères qui avait demandé la nationalité française, donc évidemment, et qui l'a obtenu. Donc en 1937, il est parti faire son service militaire. Et puis en 1939, il y a eu la déclaration de la guerre. Le service militaire durait 2 ans à l'époque, donc il n'a pas été démobilisé. Et puis évidemment, quand la guerre s'est déclarée en 1939, on a évacué les écoles de Paris en disant que Paris allait être bombardé. Mais vous savez, à l'époque, Paris s'arrêtait aux portes de Paris. Le reste, c'était la campagne. Alors, on nous a dispersés dans différentes familles qui habitaient dans ces fameuses campagnes qui étaient la proche banlieue. Et puis, au bout d'un mois, la rentrée des classes à l'époque était au mois d'octobre. Au bout d'un mois, on nous a renvoyés chez nous. Avec la différence qu'on nous avait distribué des masques à gaz. Vous savez, une espèce de grand tuyau là qu'on mettait sur l'épaule, qu'on emmenait à l'école. Ah oui. Bah oui. Et puis disons qu'entre 39 et 40, c'est ce qu'on appelait la drôle de guerre. On a continué à vivre comme si de rien n'était, parce que finalement il se passait rien. Et puis même s'il y avait éventuellement, il se passait peut-être des choses aux frontières. Vous savez, devant les enfants, moi en 1939 j'avais 11 ans. Vous savez, devant les enfants on n'en parlait pas. C'était pas le sujet dans les familles. Quand il y a des événements qui se produisent comme ça, nous on n'est pas au courant. On a continué donc entre 39 et 40 à vivre pratiquement normalement. Alors vous aviez donc la France qui était morcelée en morceaux, et le maréchal Pétain qui avait reçu les pouvoirs s'est installé donc dans la partie de l'autre côté de la ligne de démarcation. Il s'est installé à Vichy fin juin, début juillet 1940. Et là, la première chose qu'il a faite, c'est de supprimer la République française, et la partie qu'il administrait s'appelait l'État français. Donc ça a été la première chose qu'il a faite. Ensuite, il a commencé à former son gouvernement, qui était un gouvernement d'extrême droite et puis très raciste, et très antisémite. Alors il a commencé à former son gouvernement, et 3 mois après, arrivé je crois en octobre 1940, vous voyez, la France qui était complètement démoralisée par cette invasion allemande et puis par surtout la défaite de l'armée française. Parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque, on disait que l'armée française était une des armées les plus réputées d'Europe, et puis qui a capitulé en à peine un mois de temps. Évidemment, le moral n'était pas au beau fixe. Alors lui, tranquillement, il a formé son gouvernement, et 3 mois après, je crois en octobre 40 ou en novembre, il a commencé à sortir des nouvelles lois qu'on a appelées le statut des Juifs.
Alors le statut des Juifs, ben, ça comportait qu'il fallait se faire recenser dans les commissariats de police, donner son adresse, son nom, le nombre de personnes qui occupaient les logements. Et là, ça ne concernait à l'époque, quand il a commencé à faire ses lois, ça concernait uniquement que les Juifs d'origine étrangère. Ça ne concernait pas les Juifs français à l'époque. Alors évidemment, une fois que le recensement était terminé, on mettait un tampon rouge sur les papiers d'identité où il y avait marqué Juif dessus. Alors, vous aviez déjà une partie de la population qui était déjà mise à l'écart. Ensuite, il y avait le couvre-feu à partir de 20h. Ensuite, dans les transports en commun, on avait le droit qu'au dernier compartiment. Tout ce qui était public, vous voyez, restaurant, cinéma, tout ça, vous voyez, des cabines téléphoniques, parce qu'à l'époque on n'avait pas le téléphone, c'était dans la rue. Enfin, tout ce qui était public était interdit. Et puis il y avait aussi le problème, c'est que les jardins d'enfants, il y avait déjà des affiches qui étaient placardées, interdits aux juifs et aux chiens. Et alors, ensuite, venait en dernier, au moment du ravitaillement, c'est-à-dire que comme les Allemands commençaient déjà à bien se servir, eh bien nous on avait accès dans les magasins qu'à partir de 16h. Évidemment, les gens commençaient déjà à faire la queue le matin, évidemment, quand nous on arrivait, il n'y avait plus grand-chose. Alors disons qu'à l'époque, on a profité de la solidarité de tous ces gens qui habitaient dans ces quartiers populaires qui n'étaient pas juifs, qui allaient faire leurs courses et qui essayaient de nous ramener quelque chose. Oui. On peut dire qu'il y avait une très très forte... À l'époque, c'est dommage que ça a disparu. Maintenant, c'est le communautarisme. Chacun pour soi. Alors évidemment, pour nous, ça a été la première survie. Hein. Et ça, vous vous rappelez de ce moment? Bien sûr, voilà, vous avez vraiment un souvenir très... vous savez, moi, en 40, j'avais 12 ans. Hein. Vous savez, j'avais le cerveau qui était quand même un peu bien développé parce que tout m'intéressait. Vous savez, j'étais curieuse de la nature. Et rebelle. Et alors, peut-être pour avancer un tout petit peu dans le temps... Oui, parce que c'est long. Mais c'est très intéressant. Peut-être, voilà, vous échappez à la rafle du Veldiv. Tout à fait par hasard. Du 16 juillet 1943. Oui, parce qu'il faut quand même tenir compte qu'à partir au mois de mai, Pétain avait sorti une nouvelle loi, ce qu'on appelait la rafle du billet vert. Oui. Donc j'ai déjà eu 2 de mes frères qui ont été internés. Alors la rafle du billet vert, on ne peut pas dire que c'était une rafle. Disons que la population française ne s'est pas émue plus que ça, parce que c'était une convocation. Ah oui. Donc chaque personne qui avait reçu cette convocation allait à l'adresse indiquée. Personne n'était au courant. Oui. Bon, quand ils sont arrivés, c'est là qu'ils avaient... Donc cette convocation a été envoyée à 4000 hommes de 18 à 50 ans, avec... pour enfin comment on appelle ça, histoire de famille, enfin bref. Et alors évidemment, ils avaient ouvert 2 camps d'internement dans le Loiret, à côté d'Orléans, le camp de Pithiviers, le camp de Bonne-la-Rolande. Donc ces 4000 hommes qui se sont présentés ont été arrêtés immédiatement et envoyés dans ces 2 camps d'internement. Alors là, ça c'était en mai 41. Et ils ont commencé à parler des premières... on ne parlait pas de déportation, là, on parlait d'envoyer ces gens dans les camps de travail en Allemagne. Mais évidemment, la population disait, après tout, c'est normal, il y a tellement de prisonniers en Allemagne, pourquoi que ces hommes qui sont valides et qui sont capables de travailler n'iraient pas en Allemagne? Alors là, c'est là qu'ils ont commencé à faire les premiers convois. Quand on est arrivé donc au moment de cette rafle du Veldiv, nous, dans la maison, il n'y avait plus d'adultes. Il y avait juste mes parents. Ma sœur qui avait 16 ans, moi j'avais 14 ans, et j'avais mon petit frère qui avait 11 ans. Et donc vous avez échappé à cette rafle? Non, on a échappé. On ne peut pas dire qu'on a échappé, parce que chaque policier, quand ils sont venus au mois de juillet, au début juillet, ils avaient une fiche avec tant de personnes à arrêter sur leur fiche. Bon, le policier qui avait notre fiche, il n'est pas venu. C'est peut-être pas réveillé. Il a peut-être été ailleurs. Alors évidemment... tout le passage, je crois qu'il y a eu 68 personnes arrêtées, je crois que, je ne sais pas moi, 40 ou 50 enfants qui ont été arrêtés juste dans ce passage qui faisait 200 mètres de long. Alors, il n'est pas venu. Alors, une fois que la rafle a été terminée, évidemment, le quartier s'est calmé. Alors, parce qu'il y avait les autobus qui attendaient au coin de la rue pour emmener tous ces gens au vélodrome d'hiver. Ce qu'on a appelé la rafle du Veldiv. Alors évidemment, ma mère très inquiète, parce qu'on avait toute une famille qui habitait dans le même quartier.
Alors elle avait demandé à ma sœur et à moi d'aller voir ce qui se passait. Alors je suis parti, j'ai quitté ma sœur donc le 16 juillet dans l'après-midi. Et puis j'ai fait le tour du quartier, et là j'ai retrouvé personne. Là, le jour de cette rafle, il y a eu 17 personnes de ma famille qui ont été arrêtées dans le quartier de Belleville. Alors je suis revenu 1 heure après. Et ben, le policier était revenu entre-temps. Ah oui. Il a arrêté, donc il restait à la maison que mes parents et mon petit frère qui avait 11 ans. Alors comme la rafle était... Enfin, la rafle était... Les autobus étaient partis, donc mes parents et mon petit frère n'ont pas été envoyés au Veldiv, ils étaient envoyés immédiatement à Drancy. D'accord. Un camp d'internement provisoire. Et ils ont été déportés le mois d'après, le mois d'août. Alors vous voyez, à l'époque, on ne savait pas quelle destination. Ouais, Évidemment, moi, quand je suis revenu et que je voulais dire à mes parents que j'avais retrouvé personne, et ben, quand ils arrêtaient les gens, ils mettaient les scellés sur les appartements. Oui. Et ben, moi, je ne pouvais plus rentrer. Ouais. Alors finalement, ben, je me suis retrouvé comme ça dans la rue toute seule à 14 ans. Ouais. En demandant aux gens qui étaient dans le quartier, mais vous avez vu ma sœur, elle était avec eux. Non, 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 on n'a pas vu ta sœur. Je me suis retrouvé toute seule à 14 ans. Et alors à 14 ans, vous partez... Alors c'est là que je... Voilà. Alors j'avais ma belle-sœur, parce que mon frère qui était dans l'armée, là, qui s'était retrouvé à Pau. Oui. Ma belle-sœur, elle habitait Place de la République au début du boulevard Voltaire. Et la gardienne, alors je dis, je vais aller voir chez ma belle-sœur. Alors quand je suis arrivé, la gardienne elle m'a dit, bah, c'est pas la peine, ta belle-sœur n'est plus là. Je dis, pourquoi elle a été arrêtée? Ben non, mon frère avait réussi comme elle, ma belle-sœur était française. J'avais un petit neveu qui avait 4 ans, mais évidemment il était français. Donc mon frère avait réussi à les faire venir jusqu'à Pau. Donc évidemment, alors là, j'ai commencé, elle m'a dit, bah écoute, t'inquiète pas, ils sont en sécurité, parce que je me suis rendu compte par la suite que cette femme, elle servait de boîte à lettres, comment on appelle ça, elle faisait partie d'un réseau de résistance. Mais comme c'était une personne déjà d'un certain âge, elle servait de boîte à lettres, si vous voulez. Donc, quand je lui ai dit que je ne savais pas où aller, elle m'a gardé dans sa loge. D'accord. Donc elle m'a gardé une quinzaine de jours, évidemment avec beaucoup de difficultés, parce qu'il y avait des affiches placardées en disant que les gens qui essayaient de sauver les Juifs risquaient eux aussi de se faire arrêter. Alors évidemment, dans une loge, vous savez, hein, ça fait qu'une seule pièce avec un lit, avec un rideau qui cache le lit. Hein. Puis moi, à 14 ans, j'avais une taille d'adulte. Puis il y avait aussi le problème, là, je le raconte toujours parce que ça me paraît tellement invraisemblable. En 1941, ils ont ouvert une exposition sur les grands boulevards, boulevard des Italiens jusqu'à l'Opéra, qui s'appelait Le Juif et la France. Alors c'était une exposition de caricatures pour que la population française puisse reconnaître les Juifs dans la rue. Vous voyez, ça paraît invraisemblable là, quand on raconte des histoires comme ça. Hein. Jusque là. Alors, je me souviens de m'être promené avec ma petite cousine qui avait 1 an de moins que moi, sur les grands boulevards, là. Et puis en passant, on s'est arrêté, on regardait les affiches déjà qu'il y avait à l'extérieur. Et puis les gens qui faisaient la queue disaient « Oh, bah c'est bien les jeunes, comme ça vous reconnaîtrez, vous, les Juifs dans la rue. » Alors je dis à ma cousine « Tu vois, ils ne nous ont pas reconnus. » Oui, c'est sûr, mais... Incroyable. Non? Oui. Vous savez, quand on en parle maintenant aux jeunes, ils n'arrivent pas à comprendre. Non, jusqu'à ce degré-là. Oui, c'est sûr. D'où l'importance de vos témoignages et non, mais en fait, de dire, ça paraît inimaginable, d'ouvrir une exposition pour apprendre aux gens à reconnaître les Juifs dans la rue. Oui, complètement. Oui. Et puis finalement, je suis resté donc avec cette gardienne jusqu'à fin juillet, une quinzaine de jours. Et puis là, elle m'a dit, tu peux pas rester là, c'est trop dangereux pour toi et pour moi. Et puis c'est là qu'elle m'a dit, la seule solution, c'est de rejoindre mon frère qui était à Pau. Oui, mais il fallait un passeur. Parce qu'il y avait une démarcation. Alors là, écoutez, je passe là-dessus parce que j'ai passé la nuit dans la forêt à traverser toute seule. Alors. Oui, et vous arrivez à Pau. Je suis arrivé à Pau. Alors finalement, quand mon frère était parti, je me suis dit, bon, moi, dans mon idée, vous savez, quand il y a eu la rafle du Veldiv, on ne savait pas où ces gens allaient. Ouais. Alors moi, dans mon idée, je me suis dit, mes parents qui étaient déjà âgés, mon petit frère qui avait 11 ans, ils ont peut-être été libérés, c'est peut-être un contrôle de police, et puis ils ont été... Alors j'ai repris le train
que là, il n'y avait plus de démarcation sans problème. Et puis comme je n'avais pas le faciès qui correspondait à la caricature de l'exposition, alors je passais tranquillement. Et puis je suis arrivé chez moi, évidemment, les scellés étaient toujours là. J'ai fait le tour du quartier, puis toujours à la recherche de ma sœur que personne n'avait revue. Et puis je suis retourné chez la gardienne. Alors évidemment, elle était un peu surprise quand elle m'a vu revenir. Alors là, je suis resté à peu près une semaine. Elle avait trouvé un comité qui s'appelle le comité Amelot. Enfin, c'était dans la rue Amelot, à côté de la République. Alors là, c'était un organisme qui avait été créé parce que au départ, quand il y a eu les premières rafles, les parents qui étaient étrangers avaient été arrêtés, mais les enfants français avaient été placés dans les orphelinats, puisqu'il n'y avait pas l'ordre d'arrêter les Français. Alors elle m'a donné l'adresse de cet orphelinat qui se trouvait rue Vauquelin, dans le 5e arrondissement. C'était une ancienne école rabbinique qui avait été réquisitionnée pour recevoir ses enfants dans cet orphelinat. Alors je me suis retrouvé là, j'ai été voir le directeur qui m'a dit il n'y a pas de problème. Alors évidemment, dans la journée, il y avait les éclaireurs, vous savez, juifs là qui venaient donner un peu d'animation. On avait de l'animation dans la journée pour nous occuper. Mais le soir, il y avait le problème, c'est que tous les enfants qui étaient dans cet orphelinat étaient fichés par la préfecture. Oui. Moi, j'étais clandestine, parce que je suis arrivé par mes propres moyens. Alors, le directeur m'a dit, le seul problème qu'il y a, c'est que tu ne peux pas dormir dans les dortoirs. Hein, parce que le soir, il venait faire des contrôles pour voir si tous les enfants étaient bien là. Parce que c'est à ce moment-là qu'a commencé les premières déportations. Alors, pour compléter les transports, il venait faire des rafles dans les orphelinats qui étaient devenus des véritables pièges. Alors là, ça a commencé à bouger un petit peu. La population française a commencé quand même à s'émouvoir de voir toutes ces arrestations. Parce que là, c'était visible. Hein. Alors, vous aviez beaucoup d'organismes catholiques, protestants, qui venaient clandestinement sortir les enfants, même des particuliers. Alors là, le directeur m'a dit, là, tu ne peux pas rester là, c'est trop dangereux. Alors il m'a envoyé, alors là, je venais d'avoir 15 ans, il m'a envoyé dans un foyer qui était rue Paul Albert, au pied du Sacré-Cœur. Alors là, c'était un foyer clandestin, enfin, à l'époque, il n'était pas clandestin. C'était un foyer qui avait été créé en Russie pour les émigrants qui n'avaient pas de famille, qui n'avaient pas où loger, si vous voulez. Donc, ils avaient créé un genre de foyer comme ça pour ces gens-là. Donc, je me suis retrouvé là avec 2-3 adolescents, donc il y avait des adultes dans ce foyer. Et puis, le directeur, quand il avait des courses à faire dans Paris, évidemment, c'était nous qui les envoyions, parce que nous, moi je ne peux pas dire, j'ai jamais eu un contrôle de police dans la rue ou quoi que ce soit. On avait nos étoiles, si vous voulez, qui étaient sur nos vêtements. On portait toujours une écharpe ou quelque chose pour camoufler. Et alors là, il m'avait envoyé donc du côté de l'hôtel de ville pour récupérer un colis qu'il avait commandé. Et c'est là, à la sortie du métro, qu'il y a eu un contrôle de police. Enfin, pas une rafle, hein. Il y avait un policier de chaque côté, un en civil, l'autre qui était en uniforme, et qui demandait les papiers d'identité des gens qui sortaient du métro, comme il le faisait à la sortie des cinémas pour voir si les juifs respectaient bien toutes les consignes. Alors évidemment, quand je suis sorti du métro, ils m'ont demandé mes papiers d'identité. Je venais d'avoir 15 ans, à l'époque on n'avait pas de papier d'identité. Alors ils m'ont demandé comment je m'appelais. Évidemment, je n'ai pas voulu donner mon nom, que j'avais un nom à consonance étrangère. Et puis après, quand ils m'ont demandé où j'habitais, évidemment, il n'était pas question. J'ai fait comme si je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. Alors celui qui était en civil, il m'a secoué un petit peu, il m'a dit, puisque tu ne veux pas répondre, on va t'emmener au commissariat. Alors je me suis retrouvé, le commissariat qui est juste derrière l'hôtel de ville, là, qui est toujours au même endroit. Oui. Et puis là, au bout d'un certain temps, évidemment, copieusement secoué par les policiers, alors j'ai fini par donner mon nom. Alors comme ils avaient les fiches du recensement, je figurais pour être arrêté avec mes parents, donc ils m'ont gardé. Et là, dans la soirée, il y a un quart de police qui est arrivé, qui m'a récupéré. On a fait le tour de plusieurs commissariats pour récupérer les gens qui avaient été arrêtés. On a été envoyés donc à Drancy. À Drancy. Voilà, donc c'était le 24 août 1940. Le 25 août 1943. Dans un premier temps, dans le camp de Drancy, c'est ça? Vous avez été... donc je me suis retrouvé au camp de Drancy le 25 août 1943, et j'ai tout de suite été désigné pour faire partie du prochain transport qui quittait
pour aller Drancy, pour aller soi-disant travailler dans des usines ou dans des camps en Allemagne. Alors on était un peu sceptiques parce que les 3 quarts de la population qu'il y avait là-dedans, c'était des femmes, des enfants, des personnes âgées, en disant mais qu'est-ce que ces gens-là vont aller faire dans un camp de travail? Alors pour nous rassurer, ils nous disaient oh, bah, vous les jeunes, vous irez travailler, et le soir ce sera un regroupement familial. On n'avait pas d'autre solution, de croire ou pas croire. Hein. Et puis finalement, bah, j'ai été désigné pour faire partie du transport qui devait partir après. Alors, le transport, vous voyez, le 2 septembre 1943, chaque transport portait un numéro. Le minimum 2000 personnes. D'accord. Sans ça, il ne partait pas s'il n'y avait pas les 1000 personnes. Alors le transport dans lequel je suis parti portait déjà le numéro 59. Vous voyez, mes frères, quand ils ont été déportés de Pithiviers, ils portaient le numéro 4. Vous voyez, en un an de temps, vous voyez les transports de plus de 1000 personnes, le nombre de personnes qui étaient déjà parties en direction de ces camps de travail. Alors là, on a été envoyé à la gare de Bobigny, où il y avait un train qui nous attendait avec des centaines de wagons à bestiaux. Alors là, on a été propulsé à 50 ou 60 personnes par wagon. Alors là, ils nous ont mis un seau avec de l'eau parce qu'il faisait très chaud le 2 septembre. Et puis ils ont mis un tonneau pour les besoins hygiéniques. Les portes se sont fermées. Alors, vous savez, 3 jours à voyager dans ces conditions, avec des personnes âgées qui tombaient par terre parce qu'il y avait des enfants qui hurlaient parce qu'ils ne pouvaient pas respirer. Enfin, les femmes qui venaient d'accoucher, vous voyez un petit peu, c'est difficile. Enfin, j'en parle quand il y a quand j'ai beaucoup plus de temps, mais enfin, avec un tout petit peu d'imagination, vous imaginez. Dans quelques conditions, on a pu voyager pendant 3 jours comme ça. Et puis finalement, le train s'est arrêté. Et là, les portes se sont ouvertes. C'est là qu'on est arrivé sur un quai immense, je ne sais pas combien de kilomètres, un quai en béton. Alors les Allemands, ils avaient appelé ça le quai la Judenrampe, la rampe des Juifs. Alors là, évidemment, les portes se sont ouvertes. On a vu arriver les premiers capots à coups de matraque pour faire descendre les gens. Alors évidemment, ça a été une pagaille terrible parce que vous savez, il n'y a pas de marchepied. Hein. Alors les gens essayaient de sauter. Alors ça a été une pagaille, mais les Allemands étaient très bien organisés pour mettre tout ça en ordre. Et là, on a vu arriver les premiers commandos, bon, on ne connaissait rien encore à l'époque, qu'on appelait les Zonder commandos. Alors, c'était les commandos qui s'occupaient. Là, ils venaient pour récupérer les bagages, sortir les personnes qui étaient mortes pendant les 3 jours, parce qu'il y avait pas mal de décès entre les personnes âgées et les bébés. Hein. Alors, il fallait les sortir, et ils venaient pour sortir les bagages. Et puis, une fois qu'on a été alignés sur le quai, vous aviez beaucoup de femmes qui avaient un bagage à main, vous savez, un sac avec les premières nécessités, si on veut, et ils avaient encore l'ordre de récupérer les sacs de ces femmes. Et ils passaient derrière nous. Ils n'avaient pas le droit de nous parler, bien sûr, furtivement nous disant « Ne prenez pas d'enfants avec vous, laissez-les aux personnes âgées ». On ne comprenait pas parce que vous avez des femmes avec des familles nombreuses. Hein. Alors on en prenait 1 ou 2 pour soulager ces femmes qui n'en pouvaient plus. Alors quand ils n'arrêtaient pas de nous dire « Ne prenez pas d'enfants avec vous », on ne comprenait pas. Enfin, finalement, ils ont récupéré tous les bagages et ils sont partis. Et là, une fois qu'ils ont été partis, il y a un Allemand qui est arrivé avec un haut-parleur. Alors sur le quai, à la gauche de ce quai, il y avait des camions qui attendaient avec une croix rouge, comme des camions sanitaires. Alors cet Allemand avec le haut-parleur en disant les personnes âgées, les femmes, les enfants, enfin ceux qui sont fatigués, le camp est à quelques kilomètres, pouvaient monter dans les camions, ça leur faciliterait l'arrivée au camp. Et vous étiez blessé à ce moment-là? Comment? Vous étiez blessé à ce moment-là, il me semble. Bah oui, quand je suis tombé, j'ai encore la cicatrice. Ah oui. Ben oui, une plaie ouverte, et puis vous savez, il y avait de la caillasse. Enfin, comme j'avais une robe, ça ne se voyait pas, heureusement. Parce que je ne serais jamais rentré au camp hein, sans ça. Alors finalement, vous avez 650 personnes qui sont montées dans les camions. Et les camions ont stationné, et nous, ils nous ont fait défiler devant 3 SS qui étaient à l'autre bout du quai. Alors vous savez, alors on a défilé, on était à peu près 200 femmes. On a défilé comme ça, une par une, devant les 3 SS, là, qui étaient... Alors, il y en avait un qui avait une badine à la main, et qui faisait le geste, il nous regardait des pieds à la tête, à droite, à gauche, à droite, à gauche.
Alors il y avait la file de droite et la file de gauche. Alors finalement, ils ont donné l'ordre à la file de gauche de retourner vers les camions qui stationnaient. Et nous, on a été sélectionnés à 106 femmes pour aller travailler donc, dans les travaux forcés. Alors une fois que les camions étaient pleins et tout ça, ils sont partis. Et nous, on est partis à pied en direction du camp qui se trouvait à 2 km. Vous voyez, c'était entre Auschwitz et Birkenau. Et là, quand on est arrivé, l'allée principale, par l'entrée principale, là, les portes se sont ouvertes. Puis là, on ne peut pas dire qu'on a vu quelque chose. On a surtout vu une fumée noire qui sentait mauvais. C'était affreux, on se demandait ce que c'était. Et puis, il y avait les capots qui suivaient avec les matraques, parce que la spécificité du camp de Birkenau, c'est qu'on n'avait pas le droit de marcher, il fallait toujours être en mouvement, il fallait courir. Alors, le camp de Birkenau, vous avez déjà été là-bas? Oui. Vous avez vu, ça fait à peu près 175 hectares. Vous voyez la longueur qu'il y avait à faire. Ça faisait quelques kilomètres. Bon, alors, évidemment, en courant, on a commencé à avancer. Et puis, là, j'avais fait la connaissance d'une jeune fille à Drancy, Marie, là, qui avait 50 de plus que moi. Elle avait 20 ans. Alors elle me dit, oh là là, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette fumée? Alors je lui dis, écoute, on nous a dit qu'on allait travailler dans les usines. Ça doit être des usines, oui. C'était des usines, mais pas pour travailler, celle-là. Alors finalement, on est arrivé, je ne sais plus à quelle distance, il y avait un grand bâtiment. On nous a fait rentrer là-dedans, on nous a déshabillé, que nous allions prendre une douche. Alors nous, comme on était sélectionnés pour les travaux forcés, on a pris une douche, enfin une douche froide. Enfin, une douche quand même, on n'avait ni savon ni serviette, parce que tout était resté sur le quai. Et puis une fois qu'on a fini la douche, on nous a mis dans un bâtiment annexe aussi, qui était très grand. Et là, il y avait des grandes tablées avec des hommes, avec le pyjama rayé, mais enfin, c'était des déportés de droit commun, enfin, vous voyez, c'était pas des juifs qui étaient derrière ces tablées. Alors là, ils nous ont rasés entièrement. Et ils nous ont tatoué un numéro sur le bras en nous disant que maintenant nous n'avions plus d'identité et que de l'instant où on était interpellés dans le camp, il fallait qu'on donne notre numéro en allemand. Alors évidemment, une fois qu'on a été tatoué puis rasé, vous saviez les capots qui passaient dans les rangs en demandant au hasard à une femme comment tu t'appelles. Vous savez, quand vous venez d'un pays civilisé, vous donnez votre nom, elles étaient matraquées immédiatement parce qu'il fallait qu'elles donnent leur numéro. Alors, vous savez, dans ces conditions-là, on apprend vite. Alors là, on a fini, une fois que ça a été terminé, on a fini par demander donc à ces hommes qui étaient là, mais les personnes qui seront montées dans les camions, à quel moment on va les retrouver? Alors là, on a eu, en quelques heures, on a su évidemment comment fonctionnait ce camp de Birkenau. Alors les camions arrivaient directement devant la fameuse chambre à gaz, enfin les douches. Alors évidemment, les Allemands, ce qu'ils avaient surtout peur, c'était de la panique des gens. Alors il leur disait, évidemment, dans ces fameuses douches, dans le hall, c'était carrelé en blanc et il y avait des porte-manteaux numérotés. Alors il leur disait, vous allez prendre une douche. Évidemment, dans l'état de saleté où on arrivait, tout le monde était content. Alors retenez bien le numéro du porte-manteau, comme ça en sortant, vous récupérez vos vêtements. Alors, les gens avaient... D'ailleurs, quand on voit dans les documentaires, on voit les gens qui sont calmes. Ils attendent patiemment parce que persuadés qu'ils allaient récupérer leurs vêtements et qu'ils étaient dans un camp de travail. Alors finalement, les gens étaient rentrés tranquillement et je vous dis, c'est là qu'ils rentraient dans ces fameuses douches qui étaient les chambres à gaz avec les Allemands qui montaient sur les toits, il y avait une ouverture et qu'ils envoyaient ce gaz. Évidemment, ça faisait une pyramide. Ceux qui étaient en haut de la pyramide, ils étaient asphyxiés tout de suite et puis les autres, évidemment, ça mettait un peu plus de temps. Il faut s'imaginer le calvaire de ces gens qui étaient là-dedans. Et finalement, quand ils ouvraient les portes, donc ils laissaient évacuer un petit peu les gaz, et ensuite ils les emmenaient au crématoire. Vous savez, nous, pendant la guerre, on n'avait jamais entendu parler ni de crématoire, ni de chambre à gaz, on ne savait pas ce que c'était. Alors moi, je demande à un de ces hommes qui était là, c'est quoi un crématoire? Alors il me répond, c'est comme un four de boulanger. Alors là, ils ont commencé à nous expliquer, ça a été très vite fait. Vous ne faites pas d'illusions, ici vous êtes rentré par la porte, vous n'en sortirez par la cheminée. Tant que vous pourrez travailler, vous travaillerez. L'espérance de vie est de quelques jours, quelques semaines, selon le travail que vous allez effectuer. Et le jour où vous ne pourrez plus travailler, vous finirez comme les autres. Ici, il n'y a aucun moyen de survie. Enfin bref, on a eu tout le déroulé de comment fonctionnait le camp.
Alors j'étais avec Marie. Alors je lui dis, oh t'inquiète pas, il nous raconte ça pour nous faire peur. Ben oui, on se faisait des illusions jusqu'au bout. Et puis là, une fois que on a eu on a su au bout de quelques heures comment fonctionnait le camp, on a été dirigé vers ces fameux baraquements. Vous voyez qui contenaient pratiquement 800 personnes. Alors vous voyez, il y avait comment ça s'appelle, ce qu'ils appelaient des koyas, c'est-à-dire il y avait la dalle du bas qui était en béton avec une paillasse, et sur 2 niveaux, c'était des trucs en bois avec une paillasse. On dormait là-dedans à 6, c'est-à-dire par niveau. Ça fait qu'on était 18 en hauteur. Et là, sur des longueurs, sur une baraque qui faisait 800 mètres de long. Alors, vous voyez, alors évidemment, entre chaque travée, il y avait quelques centimètres pour la travée d'après. Alors là, vous avez visité ces baraques, vous avez vu comment c'était. Hein? C'était des cages à lapins, quoi, ni plus ni moins. Et le matin, on avait donc, là, on avait une chef de bloc. Les 3/4 du temps, c'était des Polonaises ou des Ukrainiennes qui gardaient ça, évidemment. Alors le matin, un coup de matraque pour nous faire sortir à l'appel. Alors l'appel, évidemment, au mois de septembre, il fait beau. Alors sortir, il fallait déjà faire le tour de la baraque pour sortir les personnes qui étaient mortes, parce qu'il fallait comptabiliser. Si on était rentré à 800 dans la baraque, il fallait qu'ils retrouvent les 800 personnes. Alors, vous savez, comptabiliser des centaines de baraques, ça durait des heures. Alors, au mois de septembre, ça va, il fait encore beau, mais quand on arrive au mois d'octobre, novembre, ben, il pleut, alors c'était les pieds dans la gadoue, et puis les personnes qui tombaient, on n'avait pas le droit, on ne pouvait pas bouger, hein, elles étaient par terre. Et puis au mois de décembre, ben, ça descend entre -15 et -20 la température. Dès l'instant où on n'allait pas à l'appel, il y avait la charrette qui passait l'après-midi qui nous emmenait directement au crématoire. Alors, évidemment, on ne comprenait pas très bien leur système de sélection. Alors on a fini par comprendre, comme à partir de 1943, les Allemands avaient pratiquement occupé toute l'Europe. Donc il y avait des convois qui arrivaient de l'Europe entière. Alors si par exemple, entre l'arrivée du convoi d'après, s'il y avait une centaine de femmes qui étaient mortes, ils sélectionnaient les 100 premières femmes qui leur semblaient valides. C'est comme ça que c'était uniquement les besoins du moment. Une fois que l'appel était terminé, on allait chercher le café, enfin, à la cuisine, dans des tonneaux. Alors là, c'était une eau colorée, on avait le droit à une tranche de pain et un petit carré de margarine. Et là, comme on venait d'arriver, comme on était relativement en bonne santé, on a été désigné pour les travaux extérieurs. Oui. Parce qu'il y en a eu qui ont de la chance, qu'on a été dans des commandos spéciaux qui étaient quand même plus favorisés. Mais enfin, nous, selon les besoins qu'ils avaient. Alors le chantier était à 1 kilomètre du camp. Et là, on nous donnait des brouettes, qu'on appelait des tragues. C'était des grandes brouettes en bois, avec 2 manches devant et 2 manches derrière. Et il fallait mettre dedans des matériaux de construction. Alors, des planches de bois, enfin, vous voyez tout ce qu'il fallait. Donc, on était à 4 à porter la brouette. Donc, il y avait 1 kilomètre à faire pour retourner au camp. On vidait la brouette et on repartait. Et là, ça c'était fait pour... ils voulaient agrandir encore le camp. Parce que comme à partir de 1943, ils avaient occupé toute l'Europe et évidemment, ils avaient encore besoin de faire de nouvelles baraques pour les nouveaux arrivants. Enfin, quand on rentrait le soir, vous savez, quand vous faites pendant 12 heures des allers-retours comme ça, je peux vous dire qu'on traînait pas mal de personnes derrière avec nous pour les ramener au camp. Et là, on ne passait plus par l'allée centrale, il y avait des ouvertures sur les côtés du camp. Et là, il y avait toujours un nazi qui faisait la sélection pour savoir les personnes qui revenaient, celles qui étaient capables de retravailler le lendemain. Alors, toutes ces femmes qu'on traînait, qui ne pouvaient plus marcher, elles étaient mises de côté, et nous de l'autre côté. Et même, on avait toujours l'angoisse, parce que même quand on revenait debout, si vous voulez, sur nos jambes, et ben, des fois, il tournait la tête, c'était sa baguette qui marchait. Il ne nous regardait même pas. Vous voyez, ça allait de droite à gauche comme ça. Alors là, quand ces femmes qu'on traînait étaient mises de côté, elles savaient très bien où elles finissaient, parce que celles qui montaient dans le camion, ils ne savaient pas où ils allaient, mais celles qui étaient dans le coin, ils savaient très bien que si elles étaient mises de côté, où elles finissaient. Alors, on les entendait hurler avant que ces fameux commandos viennent les chercher pour les emmener au crématoire. Enfin, on s'adapte. Et
En décembre 1943, vous croisez votre sœur. C'est-à-dire, alors une fois qu'on allait chercher la soupe, enfin, il y avait quand même plusieurs épisodes, on avait le droit d'aller dans une baraque qu'on appelait latrine. Alors vous voyez, c'était une grande baraque où les baraques où on dormait, avec des centaines de trous qui étaient creusés. Vous voyez, tête bêche. Alors là, on avait appelé cette baraque, excusez-moi l'expression, radio chiotte, ça portait bien son nom parce que ça sentait mauvais, mais nous, on avait l'opportunité déjà, tous les transports qui arrivaient, à partir de 1944, tous les transports qui arrivaient, on avait des nouvelles, on savait que les Allemands commençaient à reculer un peu de partout, alors donc ça nous remontait le moral, et on avait surtout l'opportunité de rencontrer les gens qui étaient dans les autres baraques. Et c'est là donc, en décembre 1943, que j'ai vu arriver ma sœur. Enfin, quand je dis que j'ai vu arriver ma sœur, c'est elle qui m'a reconnu, voilà, parce que moi, je ne l'ai pas reconnue. Alors évidemment, les retrouvailles ont été assez pénibles. Hein. Vous savez, j'en avais passé du temps à la chercher, ma sœur, hein, pour savoir où elle était. Alors ce qui était advenu, quand il y a eu cette fameuse raflée du Veldiv, elle avait été chez une de mes tantes, qui habitait dans les Hauts-de-Bellevue, parce que le quartier était très, très vaste. Alors, elles étaient parties toutes les deux chez une amie de ma tante qui habitait à Montfermeil. Donc elles sont restées là-bas jusqu'au mois de novembre. À Montfermeil, entre les raves de juillet et le mois de novembre, c'était plus calme. Elles sont revenues toutes les deux à l'appartement de ma tante où elles ont pris quelques vêtements, quelques affaires, parce qu'elles étaient parties précipitamment. Et puis malheureusement, elles se sont fait arrêter donc en novembre 1942, dans la rue, là, par un contrôle de police. Et elles ont été déportées au mois de février 1943. Donc ça faisait presque un an que votre sœur était... Ça faisait à peu près 10 mois. Alors elle, évidemment, elle avait résisté, si vous voulez, parce que quand ils sont arrivés, c'est à ce moment-là ils ont commencé à ouvrir une baraque où ils faisaient de la couture. Donc au fur et à mesure des besoins, donc les transports qui arrivaient, ils les plaçaient là où ils en avaient besoin. Donc ma soeur, disons que si elle a réussi à résister si longtemps, c'est parce qu'elle n'a jamais été aux intempéries, travaillait donc à l'intérieur de la baraque. Alors là, ma soeur, quand elle m'a demandé où je travaillais, que je lui disais que je travaillais dans les commandos extérieurs, elle savait très bien qu'on ne pouvait pas tenir un hiver. Et là, elle avait fait la connaissance d'une jeune femme, elle avait été déportée de Belgique, et elle travaillait dans les bureaux allemands, elle était interprète, comme elle parlait plusieurs langues. Et c'est elle qui avait le fichier des commandos, enfin de tous les endroits où des gens qui travaillaient dans le camp. Alors là, elle a sauvé quand même pas mal de personnes, hein, cette jeune femme. Alors là, elle a réussi en falsifiant les fiches, c'était facile avec tous les décès qu'il y avait, à changer les numéros et tout trucs, et nous fait rentrer, Marie et moi, à travailler à l'intérieur du camp. Alors on a travaillé dans une baraque qui s'appelait la Bébéra, c'était une baraque de tissage, on faisait du cordage. On nous fournissait des matériaux, des tranches, des longueurs de tissu, des longueurs de fil de fer, enfin, pour faire des cordes très très serrées on devait faire à peu près minimum 12 mètres par jour de ces cordes et qu'on devait enrouler, vous savez, comme dans les chantiers des grands trucs électriques là, vous voyez. Oui. Alors, elle venait faire le contrôle le soir si on avait fait le métrage voulu, et ceux qui n'avaient pas réussi, elle les sortait des baraques, elle leur faisait faire des pompes dans la neige. Vous savez, il y en a beaucoup qui ne se relevaient pas. Enfin, finalement, on s'installe dans l'horreur du camp. Alors finalement, là, tous les matins, entre l'appel et tout ce qu'on avait à faire, j'avais 5 ou 10 minutes de flottement. J'allais voir ma soeur dans sa baraque, que je voyais dépérir de jour en jour. Et puis, arrivé là, au début mars 1944, j'arrive dans sa baraque, ma soeur n'était pas là. Alors je demande aux autres femmes, mais où elle est ma soeur? Elle m'a dit, elle n'a pas pu se lever. Elle a été envoyée à l'infirmerie. Alors je me suis dépêché pour courir jusqu'à l'infirmerie. Et là, j'ai trouvé ma soeur qui était allongée sur une paillasse. Alors elle crachait du sang, elle avait été mordue par un chien, elle était couverte de plaies. Puis elle devait avoir des problèmes aussi pulmonaires, parce qu'elle crachait du sang par la bouche. Alors je lui ai dit, écoute Fanny, tu ne peux pas rester là. On savait que celles qui ne sortaient pas l'appel, on ne les retrouvait pas l'après-midi, hein, elles partaient directement au crématoire. Je lui ai dit, écoute, je vais aller chercher les autres, on va t'aider à sortir, tu vas venir à l'appel. Alors elle m'a dit, écoute, c'est pas la peine, pour moi c'est terminé. Elle m'a dit, j'ai essayé de tenir jusqu'au bout. Elle dit, maintenant j'irai pas plus loin.
Alors là, elle s'est soulevée, elle m'a prise dans ses bras, puis elle m'a dit, écoute, toi, t'es jeune, t'as l'air encore de tenir le coup. Elle me dit, essaie de tenir le coup le plus longtemps possible. Si un jour on a une chance de revenir en France, de raconter ce qui nous est arrivé, tout ce qu'on a pu supporter, ce que les hommes ont été capables de nous faire, elle dit pour qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. Elle me dit, tu me promets, fais ton possible pour revenir. Puis finalement, ben, je dis oui, je te promets. Puis elle est retombée sur sa paillasse. Et quand je suis revenu, ben, évidemment, du travail, elle n'était plus là. Alors, vous savez, pour moi, heureusement qu'il y avait Marie et puis qu'il y avait quand même une petite forme de solidarité, enfin. Très peu, mais enfin, le peu qu'il y avait. Parce que là, j'allais vraiment me laisser couler, parce que le nombre de femmes qui se sont suicidées là-bas, vous savez. Hein. Alors je me suis dit, bon, faut... Alors Marie qui me remontait le moral en me disant, écoute, tu te rends compte depuis le temps qu'on est là et que tu tiens le coup, tu ne vas pas te laisser aller maintenant, enfin finalement. Et bien on a continué comme ça, alors évidemment j'abrège un petit peu parce que c'est un peu long. Hein. Et vous êtes resté combien de temps à Birkenau, 17 mois. D'accord. Et vous parlez, pour reparler un petit peu de donc, la libération et puis le retour en France peut-être pour arriver à ce moment-là. La libération, vous savez qu'on parle de la libération du camp, c'est un petit régiment qui s'était perdu de Russes, qui sont arrivés tout à fait par hasard à Auschwitz, ils s'étaient perdus. C'est comme ça, quand on parle de la libération du camp, alors évidemment ça, attendez, c'est que le 17 janvier, ils ont décidé d'évacuer le camp, comme les Russes commençaient à avancer rapidement. Et là, on a fait la marche de la mort encore. Quand on est arrivé à Bergen-Belsen, évidemment, c'est un véritable mouroir. Et là, les Allemands venaient chercher de la main-d'œuvre pour être arrivés dans les usines. Donc, on nous remettait dans les wagons à bestiaux. Alors, j'ai encore fait, après Bergen-Belsen, le camp de Flossenburg, une annexe. Et de Flossenburg, après, ils nous ont envoyés jusqu'à Mauthausen, en Autriche. Donc, le camp de Mauthausen a été libéré le 5 mai 1945. Et les Allemands ont capitulé le 8 mai. Alors là, on a été récupérés par les Américains. Et on avait attrapé le typhus, bien sûr. Alors on est resté jusqu'à fin mai, jusqu'au début juin. Là, on a été rapatriés sur l'hôtel du Tessia, enfin dans un avion militaire à Villacoublay, sur l'hôtel du Tessia. Et vous voyez, de ce transport du transport 59, on est revenu à 2. Et dans votre livre, vous racontez la difficulté justement de ce retour en France, notamment avec l'indifférence. Oh ben, l'indifférence. Vous savez, ça faisait un an que la France était libérée. Ouais. Alors, vous savez, les gens ne s'attendaient pas à nous voir arriver avec toute la misère du monde. Puis on est arrivé dans l'indifférence totale. Parce qu'il faut vous dire qu'à l'époque, il y a eu ce problème. Quand on est arrivé à l'hôtel du Tessia, ils ont commencé par nous faire des papiers d'identité provisoires. Ensuite, on a passé une petite visite médicale assez sommaire. Ceux qui étaient malades, évidemment, étaient envoyés dans les hôpitaux. Bah, nous, on est quand même resté presque un mois nous, dans un hôpital militaire américain en Autriche. On avait été soignés, donc on est revenu. On était relativement sur pied, si l'on peut dire. Hein. Je suis revenu avec 32 kilos. Hein. Enfin, on était vivantes. Et alors, bon... Et moi, j'avais le problème. Moi, j'étais déporté à 15 ans. Je suis revenu, j'avais 17 ans. Et la majorité était à 21 ans à l'époque. Alors, comme personne venait me récupérer, moi, puisque personne de ma famille n'est revenu. Alors là, on était quand même quelques adolescents, enfin, dans mon cas. Donc, ils ne pouvaient pas nous laisser partir. Alors, ils nous ont dit, bah, écoutez, vous restez là. Et si 48 heures, personne n'est venu, il y a des organismes qui vont venir vous récupérer. Alors Marie, elle est partie avec son fiancé, alors ils sont partis dans la pièce où on leur donnait l'argent qui leur était alloué, et puis elle est rentrée avec son fiancé, elle m'a dit, bah, dans 48 heures, je reviendrai pour voir où tu es. Au bout de 48 heures, effectivement, on a vu arriver une association qui s'appelait l'OSE, qui existe toujours, l'œuvre de secours aux enfants. Et alors je leur ai demandé où c'est qu'ils nous emmenaient. Ah ouais. Ils avaient ouvert des orphelinats pour tous les enfants abandonnés. Hein. Vous savez, les parents qui avaient été étrangers avaient été arrêtés, puis les enfants français n'avaient pas été arrêtés. Donc ils les avaient mis dans les orphelinats. Donc c'était... Vous savez, moi j'avais fait déjà 2 orphelinats. Alors quand ils m'ont dit,
Vous savez, à 17 ans, j'avais l'air d'une vieille femme, hein, j'avais pas l'air d'une adolescente. Alors j'ai dit, moi, il n'est pas question que je retourne dans un orphelinat à mon âge, avec tout ce que j'avais traversé. Alors j'ai dit, non, il n'est pas question, je me suis toujours débrouillée, je me débrouillerai toute seule. Je ne pouvais pas m'emmener de force. Alors évidemment, vous savez, 1 an après la libération de la France, des femmes rasées et qui pèsent une trentaine de kilos, il n'y en avait pas beaucoup dans les rues. Hein. Alors on a eu un petit attroupement qui sont venus nous voir en nous disant « mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Alors on a commencé à parler. Alors là, on a senti au bout d'un moment, ils ont commencé à s'énerver en disant « vous êtes devenue folle, vous racontez n'importe quoi, ça n'a pas pu exister, quel besoin vous avez de propager des histoires pareilles ?» Enfin bref. Et puis il y a un monsieur qui nous regarde en nous disant « au fait, vous êtes revenus si peu nombreux, qu'est-ce que vous avez fait vous pour revenir et pas les autres ?» Alors, il y a aussi cette forme de culpabilité. Oui. Ça a été le retour. Et alors le fait qu'on nous a dit pourquoi vous n'avez pas raconté vos histoires, alors là, évidemment, ça a été un peu spécial. C'est-à-dire que quand Paris a été libéré, le général de Gaulle a pris a pris les rênes de la France et il lui a fallu des hauts fonctionnaires. Hein, pour faire 4 ans d'occupation, vous savez, il fallait quand même remettre la France au travail et puis en route. Donc les hauts fonctionnaires qui étaient sur place, il les a pris. Donc il y avait Papon, Touvier, Le Guet, tous ceux qui avaient fait les fiches pour déporter les Juifs de France. Alors, vous voyez, c'est pas avec ce genre de gouvernement qu'on aurait eu droit à la parole. Alors il y a eu cette forme d'hypocrisie qui a duré pendant 3 décennies. C'est long, hein, 30 ans. Il y a eu cette forme d'hypocrisie parce qu'ils avaient trouvé le prétexte de dire c'est pas la République française qui a déporté les Juifs, c'est l'État français. Vous savez, quand Pétain est arrivé, il a dit nous, on n'a aucune responsabilité. Et ça a été de présidents successifs jusqu'en 1995, quand le président Chirac a fini par reconnaître la responsabilité du gouvernement français de la déportation des Juifs de France. Et à partir de quand vous avez commencé à témoigner et raconter votre c'est-à-dire, bon, j'ai eu pas mal de péripéties, parce que quand on se retrouve encore toute seule après toutes ces... Vous savez, dans l'indifférence totale, ça n'a pas été très facile. Mais enfin, finalement, après, j'ai des choses que je n'avais jamais faites. Quand on était à Auschwitz, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se suicidaient, un jour j'en ai eu marre, parce que quand j'allais toujours dans ce petit local, vous savez, où il y avait Louise, et puis là, il m'avait trouvé, donc, quand elle s'est mariée, Marie m'avait trouvé un petit studio dans le 11e arrondissement, en me disant, maintenant, il faut que tu cherches du travail. Alors, vous savez, j'étais revenu, j'étais écorché vif de voir l'indifférence dans laquelle on était revenu, et dans l'état physique et psychique où j'étais quand je me présentais. Et puis, finalement, il me demandait des références. J'ai quitté l'école à 12 ans, vous savez, c'était pas facile pour trouver des références. Alors, je me suis laissé aller, puis un jour, comme on allait toujours dans ce dispensaire, puisqu'on était suivi quand même par des médecins qui nous donnaient des tranquillisants, des cachets et tout, j'ai tout avalé, je me suis retrouvé dans un hôpital pendant 6 mois. Alors là, il y avait Louise, évidemment, qui était venue. On m'a mis à part, hein. J'ai quand même été très bien soigné, je suis resté 6 mois. Quand je suis ressorti, évidemment, mes cheveux avaient repoussé, j'avais repris du poids. Alors là, ils m'ont dit, maintenant, tu arrêtes de faire des bêtises, tu cherches du travail sérieusement. Alors j'ai commencé à faire les petites annonces. Et puis là, j'ai trouvé une annonce, ils demandaient une vendeuse dans un magasin de couture. Parce qu'à chaque fois que je me présentais, on me demandait des références. Alors évidemment, c'était pas facile. Alors là, je me présente, et puis il y a une dame qui me reçoit. Elle me dit, bon, qu'est-ce que vous avez comme référence? Je dis, écoutez, je n'ai pas de référence, mais j'ai absolument besoin de travailler. Je suis capable de faire n'importe quoi, mais il faut que je travaille. Alors elle a commencé à me questionner. Bon, elle m'a dit, écoutez, moi, je ne peux rien faire. Tu revenez demain, je vais en parler à la direction. Alors je suis revenu le lendemain, elle m'a dit, bon, écoutez, on va vous prendre à l'essai pendant 1 semaine, est-ce que vous pouvez faire de la manutention? Bon, ça évidemment, raccrocher des vêtements, puis replier des vêtements, faire du ménage, ça je pouvais le faire. Alors je suis resté 1 semaine dans ce magasin, et puis au bout d'une semaine, cette femme vient me trouver, elle me disait, en me disant, écoutez, on est ennuyé, une vendeuse qui est malade, et puis comme le samedi, c'était la journée la plus forte au point de vue vente, elle me dit, est-ce que vous pouvez essayer de la remplacer? Je dis, je vais toujours essayer, parce que quand elle vendait, je les écoutais quand même.
Et puis j'ai fait l'affaire, je suis resté quand même 8 ans dans ce magasin. Alors évidemment, j'avais mon studio, j'avais mon travail, mais enfin, le soir quand je me retrouvais toute seule, j'avais toujours peur de retomber dans la déprime. Alors tu sais, j'ai quand même pris sur moi. Et puis là, j'avais sympathisé avec une autre vendeuse. Et arrivé au mois d'août, à ce moment-là, les magasins fermaient. Hein. Tout le monde partait en vacances. Alors elle me dit, tu pars en vacances au mois d'août? Je dis non, vous savez, on n'avait pas des payes considérables à l'époque. Hein. Je dis non, j'ai pas assez d'argent pour payer des vacances. Alors elle me dit, moi, j'ai loué avec une amie, on a loué un petit appartement à Saint-Brévin-les-Pins, à côté de Nantes. Elle dit, je pars avec elle. Je dis, tant mieux pour toi. Hein. Et puis au bout de quelques temps, elle revient me trouver, elle dit, je suis embêtée parce que ma camarade, elle m'a fait faux bon. Elle dit, moi toute seule, je ne peux pas payer le loyer. Elle me dit, tu viendrais peut-être avec moi. Je dis, si tu veux. Alors là, c'était en 48, je venais d'avoir 20 ans. Alors je suis parti en vacances, c'était mes premières vacances. Hein, là. Alors évidemment, sur la plage, je venais d'avoir 20 ans. Alors sur la plage, on était une bande de jeunes. Alors évidemment, je mettais toujours une écharpe ou une serviette sur mon numéro, parce qu'on en a eu des réflexions. À l'époque, c'était pas à la mode, les tatouages. Alors évidemment, on faisait des jeux sur la plage. Le soir, on allait au cinéma ou en boîte. On voyait des choses que je n'avais jamais connues de ma vie. Et puis au milieu de cette petite bande qui s'agrandissait, il y a eu un jeune homme avec qui j'ai sympathisé. Je me suis marié avec lui. J'ai eu 3 enfants, j'ai 6 petits-enfants et j'ai 6 arrière-petits-enfants. Vous voyez, pour moi, ça a été une revanche sur la vie, alors que j'étais revenu orpheline. J'ai réussi quand même construire une famille. de construire une famille. Alors, les études que je n'ai pas pu faire, eux, ils les ont fait à ma place. À l'âge de 97 ans, vous êtes engagé et vous déterminé à témoigner et raconter votre histoire, comme vous venez de le faire avec nous. Donc vous avez tenu la promesse que vous avez faite à votre sœur, en fait, de parler de ce qui s'est passé dans les camps. Et votre engagement donc, a été honoré par la République en juin 2016. Vous avez été décoré de la Légion d'honneur. Quel a été votre ressenti lorsqu'on vous a décoré? C'était déjà... Vous savez, on n'a pas fait ça pour recevoir des médailles, on n'avait pas l'habitude. Vous savez, mon frère, il a été pensionnaire ici. Mon frère qui était dans la 2e DB, parce que ça a été le seul survivant, lui. Parce que quand il s'est engagé, quand il a passé la frontière, il s'est engagé. Il a été dans les prisons, dans les camps de Franco, et ensuite ils sont passés en Afrique du Nord. Et là, il s'est engagé dans la 2e DB, dans les pays marocains. Et là, ils ont été envoyés donc en Angleterre. Donc, il a fait tout le débarquement et là, il a été pensionnaire ici pendant 10 ans. Donc, c'est comme ça que j'ai connu les Invalides, vous voyez, il y a longtemps. Hein. Mais à l'époque, c'était formidable. Enfin, ça l'est encore. Hein. Et vous savez, on peut dire que tout ce qui se passe, les guerres actuelles qui se déclenchent, c'est toujours une question de... Hein, au départ, c'est toujours une question de religion, ou c'est une question politique, mais enfin, maintenant, c'est désespérant parce que avec les événements, on se dit dans le fond d'avoir bataillé pendant... Vous savez, ce qui m'avait motivé aussi en dehors de la promesse que j'avais faite à ma sœur, c'est que quand en 1980, on a pris la retraite avec mon mari, on est descendu dans les Pyrénées-Orientales. Et là, j'ai retrouvé les anciens brigadistes qui étaient au camp de Mauthausen, des Espagnols. Alors eux, comme ils étaient déportés politiques, ils avaient le droit à la parole tout de suite. Hein. C'était normal, vous savez, ceux qui se sont engagés dans la résistance, ils savaient que s'ils étaient arrêtés, ils seraient ou déportés ou fusillés, donc ils ont pris un risque, et c'était tout à fait normal qu'ils soient revenus en héros. Mais nous, on n'avait rien fait, donc on a été complètement ignorés. Merci beaucoup, je pense qu'on va s'arrêter là, mais c'était un témoignage très important pour nous, pour la transmission de la mémoire, parce que la Société des membres de la Légion d'honneur, c'est une de ses missions de faire ça. Donc peut-être voilà, votre livre, qui est La petite fille du passage Ronce, que je recommande, que j'ai lu, qui est vraiment très intéressant. Merci pour votre temps. Et puis je crois qu'on a un petit cadeau pour vous. On nous a dit que vous aimiez beaucoup les clémentines. Donc, on vous a ramené un panier entier de clémentines. Oui, parce que souvent, quand on va dans les établissements, ils nous offrent des fleurs. Mais la clémentine, on nous a dit les fleurs, c'est périssable. Mais là, au moins, vous avez tout format, et elles sont délicieuses. Donc, on va vous mettre ça dans le panier. Merci beaucoup, Esther.